Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marc Aurèle avait raison. J'ai toujours pas décidé si ce sera un point d'interrogation ou juste un point. Je me laisse le temps, voilà. Tu sais, je fais des manières. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans cet épisode un peu spécial, on va recevoir quelqu'un que j'ai hâte de recevoir. On a parlé, comme d'habitude, un peu par messagerie. Et on s'est envoyé quand même beaucoup de messages hyper intéressants. Et elle m'a donné une direction que j'ai adorée, c'est-à-dire de parler pas que d'auteur ni de courant, mais parler de la manière pratique dont la philosophie peut être utilisée, donc la philosophie appliquée. Et je suis très content de recevoir Kathleen McFadden, excuse-moi. Kathleen McFadden. C'est Kathleen McFadden, mais j'avais peur C'est de mal correct. le prononcer. Je t'ai même demandé comment on le disait. C'est pas grave, je suis Ok. d'habitude. Donc, Kathleen, je suis très content de te recevoir. Le monde de même. Mais oui, Kathleen est prof de philo, professeur de philosophie au cégep, dans 3 cégeps différents, hein, Lionel Groux, Mhm. Terrebonne Mhm. et à Thetford. Ouais. Et je suis très heureux de te recevoir en tant que professeur de philosophie et aussi en tant que, je sais pas, passionné de philo, j'imagine. Effectivement. Sinon, j'en aurais pas fait un métier. C'est clair, c'est clair. C'est ça. Mais merci aussi de m'avoir dirigé dans cette direction de la philosophie appliquée à l'actualité et aux faits de société. Mais je te laisse m'expliquer pourquoi cette envie et pas parler juste d'un auteur ou... Ben, je te dirais tout simplement, comme c'est vraiment poche comme réponse, là, je m'excuse, Ouais. mais c'est juste que je suis une curieuse. Ok. Moi, j'avais pas assez d'une vie pour tout apprendre. Tout m'intéresse, l'humain en général, l'environnement en général, les phénomènes en général. Puis je me suis rendu compte que la meilleure façon d'apprendre et de comprendre mon environnement, Mhm. c'est de développer une bonne méthodologie de réflexion et de travail. Ok. Et de là, de m'intéresser à la philosophie parce que c'est une discipline qui me permettait d'interroger absolument tout. Pourquoi? Puis ça, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que la philosophie, c'est à la base de toute chose. On se pose des questions, on y trouve des réponses. Mhm. Et lorsqu'on trouve une réponse, ça devient une discipline. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle la plupart des grands philosophes sont aussi autre chose. Tu sais, tu regardes Descartes, c'est un grand philosophe, mais aussi un grand mathématicien. Tu sais, il a inventé, le plan cartésien, le Ouais. calcul différentiel, etc. Mhm. Fait qu'on se rend compte, plus on regarde du côté des philosophes, qu'ils ont tous au moins une discipline pratique Mhm. propre à eux. C'est vrai. Ouais. Effectivement. Mais j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Et c'est rare que tu vas trouver un philosophe juste philosophe. Comme comment il fait pour vivre. Tu sais, il y en a qui étaient des juristes, il y en a qui étaient des mathématiciens, il y en a qui... Intéressant. name it, Je là. pensais pas aller là tout de suite, mais, mais là, tu me parles de philosophes classiques qui étaient... Marc Aurèle était empereur aussi, et pas que philosophe. Mhm. Tu me parles de philosophes classiques qui avaient des activités à côté, Descartes, mathématicien. Euh, si- je suis pas très familier des philosophes contemporains d'aujourd'hui. Euh, est-ce que toi, t'en connais? Mais il y en a tout plein. Et parfois, je ris avec mes étudiants parce qu'ils croient que les philosophes, c'est des gens qui sont morts et enterrés depuis des siècles et que ça Ouais, n'existe plus aujourd'hui. c'est Puis là, ça. je dis, ben, écoute, moi, j'ai un diplôme. Désolé, on peut m'appeler philosophe pour Philosophe, ce que oui, ça ben vaut. oui, c'est vrai. Mais tu sais, comme tu regardes ça, tu sais, moi, mettons, tu sais, dans mon mémoire, j'ai utilisé beaucoup de neuroscientifiques, de psychologues sociaux qu'on peut aussi considérer comme des philosophes et qui sont encore vivants. Tu sais, on peut penser à Jonathan Haidt, qui est un philosophe et psychologue social des États-Unis. Il y a Antonio Américain. Damasio, qui est un Italien, qui est un neuroscientifique, Mhm. aussi philosophe. Fait que, tu sais, on peut en trouver tout plein, honnêtement. Là. Ok. D'accord. Donc, à partir de quoi on pourrait définir que quelqu'un commence à philosopher? C'est bizarre parce que je suis dans un groupe Oh! de philosophie, dans plusieurs groupes de philosophie sur Facebook. Et de temps en temps, ils mettent des questions. Et il y en a quelques-unes qui viennent me chercher. Il y en a qui sont vraiment niaiseuses, mais il y en a quelques-unes qui viennent me chercher. Tu sais, qu'est-ce qui fait que je suis philosophe? Ce genre de questions. Donc, c'est ces gens-là qui ont des activités en parallèle principales. Qu'est-ce qui fait dire en fait que ces gens-là sont philosophes? Mais j'en ai aucune idée. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Et je crois que c'est les autres qui nous donnent le titre de philosophe. Parce que même moi, tu sais, lorsque j'ai reçu mon diplôme, je fais Ah, Ah, ça a l'air que je suis une philosophe et j'ai resté dans ma table de wow. chevet. Tu sais, Ok. je pense qu'on est plus reconnu pour nos disciplines que pour Mhm. le titre en tant que tel. Ok. Fait que, tu sais,
qu'est-ce qui fait d'un philosophe un philosophe? Je crois que c'est juste à travers l'histoire, lorsqu'on regarde ça rétrospectivement, on fait comme, bon, ben, tu sais, en termes de mouvement, de pensée, tu sais, il a amené tel quelque chose, elle auteur a a amené quelque chose. révolutionné une pensée, etc. Fait que, tu sais, je crois pas qu'on est en se disant philosophe et qu'on se présente aux autres en étant philosophe. Tu sais, je veux dire, c'est quoi philosophie si ce n'est que de penser de manière critique, tu sais? Je comprends. Ce qui m'a plu dans nos échanges, c'est tout de suite, tu m'as expliqué ta manière de voir les choses par rapport à l'enseignement de la philosophie. Et j'aimerais j'aimerais ça que tu nous expliques, que tu partages, c'est quoi ta manière d'aborder les choses. Ben, je sais que moi, je suis peu orthodoxe là-dessus. Fait que ça, Ouais. c'est ma façon d'enseigner la philosophie. Est-ce que c'est la façon? Je te dis micro. non. Ou est-ce que Ouais. c'est la façon? Je te dirais que non. Est-ce que tous les enseignants ont la même approche de la philosophie que moi? La réponse, c'est non. Tu sais, il y en a qui sont vraiment plus auteurs, qui enseignent des auteurs. Il y en a qui c'est des mouvements. Ok. Mais moi, j'ai vraiment plus un aspect pragmatique de la chose. Si ce que je t'enseigne n'était pas bénéfique dans la vie de tous les jours, c'est sûr que je te l'enseigne pas. Ok. Parce que pour moi, la philosophie, c'est juste suspendre son jugement des fins d'évaluation. C'est d'avoir une bonne méthodologie intellectuelle pour bien comprendre l'environnement. Parce que le but de l'école, là, somme toute, c'est de former des citoyens autonomes. Ok. Pour être autonome, tu dois développer une trousse à outils mentale. Vrai. Et ça, malheureusement, tu ne retrouves pas ça en français, tu ne retrouves pas ça en anglais. On ne t'apprend pas à penser, apprendre à apprendre. Comment on apprend à apprendre? Tu sais, comment on développe une trousse d'outils pour analyser tout dans la sphère, ben, tout dans toutes les sphères de la vie. Tu sais, pour ça, il faut savoir évaluer, critiquer, analyser, argumenter, convaincre. Donc, c'est ce que j'aime apprendre chez les jeunes. Et souvent, mes sessions commencent, je leur demande quel sujet ils aimeraient C'est parler. ça que j'allais demander concrètement, comment ça se présente. Mais c'est ça, moi, je vous jure, je me donne beaucoup de troubles. OK. Puis souvent, mes collègues trouvent que je me donne beaucoup trop d'ouvrages, mais j'aime ce challenge-là parce que j'aime autant apprendre de eux que eux apprennent de moi. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a même des questions que j'ai reçues. Ben c'est ça. Parce que là, dans le fond, la session débute et je leur demande d'ouvrir l'actualité et de retrouver des événements qui s'est passés, d'écrire des questions en lien avec ça qu'on peut débattre ou qu'ils aimeraient apprendre davantage. Puis, je retiens les questions les plus pertinentes et une fois par semaine, on en débat en classe. On en discute, on essaie d'approfondir les connaissances, puis d'aller chercher l'information, puis vraiment comme étape par étape, comme un recherchiste, là, aller chercher l'information, l'analyser, bien la contraster, faire les arguments, tester les arguments avec les autres en classe. Fait que j'ai vraiment cette approche-là de on va t'apprendre à apprendre, on va t'apprendre à regarder tout ce qui se passe dans toutes les sphères de la société pour que tu puisses devenir autonome intellectuellement. Puis c'est pour ça que je dis que j'aime apprendre d'eux autant qu'eux apprennent de moi, parce que des fois, ils me posent des questions, puis je suis comme « Oh, mais comment je vais faire pour faire un cours là-dessus? Genre, oh, comment je vais faire pour répondre? » Puis là, c'est moi qui fais mes recherches pour les diriger eux. Puis des fois, j'arrive dans des impasses, puis je suis comme Ou des fois, j'ai des questions, je me dis « OK, mais ça lèvera pas, là. » Je suis comme « Ah, là, il y a un sérieux problème, je sais pas, là. » Puis là, je me mets à faire mes recherches, puis là, je me surprends à être captivée. Tu trouves toujours des réponses... Parce que tu es prof de philo. J'ai pas toujours les réponses. Ouais. OK, donc ça, c'est OK. Donc, tu trouves très souvent des réponses philosophiques à des questions très basiques et très pragmatiques. Mais il n'y a pas de réponse philosophique. Non. Le savoir philosophique n'existe pas. Ah, wow. Quand on trouve une réponse, ça devient une discipline. Regarde-moi mon mémoire, je travaille sur le cerveau. Ah. Je me suis posé des questions sur le cerveau, j'ai trouvé des réponses, c'est devenu des neurosciences. Le savoir philosophique, il n'existe pas. C'est ce que je dis à mes étudiants. Tu te poses une question sur le féminisme, ça devient de la sociologie. Tu penses que la philosophie, c'est juste des questions? Ben, c'est s'interroger. Oui, on s'interroge. Non, pour moi, la philosophie, c'est une méthode. Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas... Pour moi, c'est une méthode. C'est comment bien récolter l'information, bien analyser, bien la rendre et bien l'argumenter aux yeux des autres pour amener les autres à évaluer leur propre outil cognitif. Parfois, les gens, ils rentrent dans mes classes, puis ils ont une position ferme. Là. Puis là, ils l'assument, puis ils sont pas prêts à en démordre. Puis là, plus ils en apprennent, puis plus ils contre-argumentent avec les gens, puis là, plus ils se rendent compte qu'ils n'ont pas raison d'être cantés sur leur position. Puis là, ils font « OK, je suis peut-être plus nuancée que je l'étais à l'initiale. » C'est pour ça que je trouve que c'est une méthode ou une activité plus qu'une théorie. C'est l'art d'apprendre à apprendre. C'est super troublant. Je suis désolée de t'avoir troublé aujourd'hui. Mais non, mais ça me trouble en vrai parce que là, ce que tu m'expliques, en fait, c'est qu'à partir du moment
où on se pose des questions philosophiques. Mais c'est quoi une question philosophique? C'est une question, par exemple, essayer de trouver des réponses sur, je sais pas moi, le sens de la vie. Fait que là, une question philosophique, selon toi, c'est une question qu'on se pose pour trouver une réponse. Fait que la question philosophique ne diverge pas des questions en mathématiques, en français ou... Oui, mais sauf qu'une question mathématique, ça s'appelle un problème ou une équation. Tu sais, Il y a des problématiques en philosophie. Oui. D'où le débat. S'il n'y avait pas de problématique, il n'y en a pas de débat. C'est ce que j'essaie de dire. C'est que oui, il peut y avoir des raisonnements philosophiques parce que tu cherches des réponses à certaines questions philosophiques que toi, tu estimes philosophiques parce que peut-être qu'elles rentrent dans aucune case de science ou de matière qu'on connaît, donc on l'estime philosophique. Et qu'à partir du moment où on trouve une réponse à cette question, la philosophie, entre guillemets, disparaît pour devenir une discipline. Mais ça, c'est génial. J'avais jamais réfléchi à la mécanique de ça. Parce que pour moi, comme j'imagine comme beaucoup de monde, il y a des concepts et des courants philosophiques qui sont déjà des réponses. Ça veut dire que, tu sais, je sais pas moi, je veux dire Mais je te comprends. Toute théorie offre des réponses. Ouais. Mais est-ce que tu vas gober toutes les théories sans te poser de questions? Non, ça c'est sûr. C'est ça la philosophie? Non, il y a des c'est ça. Je suis d'accord parce que forcément, on idéalise et on rend parfait les pensées d'auteurs classiques, mais quand tu commences un peu à gratter et à analyser, tu te rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord et tu dis, peut-être qu'il y a mal pensé en fait, tu vois. Donc non, je suis d'accord avec ça. Il y a pas de on est mais tu sais, ça, c'est ma vision de la philosophie. Puis tu regardes, mettons, la définition de la philosophie, c'est tout aussi équivoque comme terme. Tu sais, il y en a qui vont dire que c'est l'amour de la philosophie, il y en a qui vont dire que moi, c'est une activité, etc. Fait que je crois juste que c'est de trouver l'angle d'approche de la philosophie avec laquelle tu es la plus à l'aise et de la transmettre. Et pour moi, c'était vraiment plus la partie appliquée. Comment on peut rendre la philosophie pertinente pour les jeunes aujourd'hui et comment ils peuvent se servir de la philosophie pour naviguer dans la vie de tous les jours, pour que ça devienne un outil pour relever les défis de demain. Mais tu vois, par exemple, je trouve ça super intéressant parce que j'avais jamais comment dire, imaginé les choses comme ça dans l'enseignement de la philosophie. Pour moi, c'était ce que j'avais appris à l'époque de ma scolarité. C'était, on va étudier plusieurs auteurs, plusieurs courants, et c'est juste connaître, avoir des connaissances. Mais il n'y avait jamais eu le côté... peut-être que je suis passé aussi à côté de mes cours de philosophie. Peut-être que j'ai pas saisi justement qu'il y avait peut-être cette volonté de me faire réfléchir par moi-même et d'aller chercher mes solutions et mes réponses. Mais si on me l'avait présenté comme toi, tu le présentes, et allez voir dans l'actualité. Maintenant, venez, on va réfléchir par nous-mêmes et posez-moi vos questions et on va essayer de trouver des réponses entre guillemets philosophiques pour arriver justement à vous éclairer. Peut-être que je l'aurais vécu différemment. Et c'est intéressant de se dire que ça existe, quoi, qu'on peut aborder la philosophie, même si c'est de l'ouvrage pour la personne qui... Ouais. C'est quoi la différence, par exemple, entre, on va dire, l'approche classique de l'enseignement de la philosophie et la tienne, qui est un peu plus à part, comme tu as dit au début? Mais tu parles pour les étudiants ou en termes de travail pour les enseignants? Travail pour les enseignants. Tu sais, admettons que quelqu'un veut juste enseigner la théorie pour enseigner la théorie sans l'appliquer à la réalité, ça lui enlève considérablement de la charge de travail parce que Descartes, que tu l'enseignes dans 4 ans, que tu l'enseignes là ou que tu l'enseignes dans 20 ans, ton cours, il est fait. OK. Tandis que moi, le problème, là, c'est que chaque session, sur mes 4 à 5 groupes, il faut que je m'assoie, que je fasse les cours au fur et à mesure où il arrive. Puis là, parfois, genre, je finis mon cours 10 minutes avant de le donner. Là, excusez-moi, peut-être que je devrais pas dire ça. Là, je vais me faire taper sur les doigts. Là, mais en même temps, c'est pour ça que je dis que mon cours, c'est un peu de l'improvisation aussi, parce que parfois, mes étudiants arrivent avec des questions ou des réflexions. Et ça m'arrive sincèrement, parfois, de rester en silence devant ma classe. Wow. Puis là, les gens sont comme, mais voyons, Kate, pourquoi tu réponds pas? Puis je suis comme, c'est parce que tu m'as posé une bonne question. Je peux pas te dire de la merde comme ça. Là. Je dis, laisse-moi 30 secondes y penser puis te donner une bonne réponse. Et si j'ai pas la réponse, ça va être mon job d'enseignante que d'aller vérifier après et de revenir avec la réponse. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des étudiants, ceci est tellement pertinent, je vais te revenir le prochain cours. Puis là, je dois revenir le prochain cours. Tu ouvres la porte aussi à une prise de risque, parce qu'il y a des questions qui peuvent être, j'imagine, compliquées, surtout dans le climat actuel, dans le cadre justement de l'enseignement, dans le cadre scolaire. Il y a des sujets, j'imagine, qui peuvent être un peu compliqués, comme la politique,
comme il y a des sujets d'actualité, des sujets de société. Comment tu arrives à gérer quand ça arrive, ça? Ben, généralement, lorsqu'on est honnête avec nos étudiants, ils sont toujours plus cléments. Parce que, tu sais, moi, je leur dis, vous me donnez une charge de travail. Je vous garantis pas que vous me coincerez pas au détour d'une question ou que je vais pas arriver avec un blanc. Mais je dis, en même temps, ça fait partie de la prise de risque de mettre toujours mon cours à l'actualité. Ouais. Et tu sais, même généralement, quand ça arrive que j'ignore la réponse, il y a un autre étudiant qui est comme, « Hey, moi, je l'ai. » J'ai peut-être une théorie. C'est ça, parce que, tu sais, on oublie que moi, je fais partie de la formation générale, donc mes classes sont très hétérogènes. OK. Moi, tous les étudiants passent par mon cours. Fait que j'ai autant des étudiants de la science de la nature, comptabilité, gestion, ci, ça. Fait que parfois, moi, je n'ai pas l'expertise. Puis je le dis, je suis désolée, vous avez atteint les limites de ma compétence. Il faut savoir être humble, tu sais. Puis là, des fois, il y a un étudiant qui est comme, « Hey, mais telle affaire, machin. » Puis là, je suis, « Oh! Belle réflexion, on va rebondir là-dessus. Ça implique quoi comme concept? Là, un autre étudiant fait ça. Puis là, je suis, OK, mais ça, on peut interpréter ça comment? Puis là, ça rebondit. Fait que, généralement, quand tu es honnête et que tu acceptes d'exposer une certaine vulnérabilité, les étudiants sont vraiment plus ouverts à interagir avec toi. Ouais. Et ils se sentent vraiment plus à l'aise de se mettre eux aussi à risque versus un cours théorique, vraiment une théorie où ils n'osent pas s'exprimer, puis qu'est-ce qui arrive si j'ai l'air con? Tu sais, la prof en face de toi, elle accepte d'avoir l'air conne puis de dire « je n'ai pas la réponse », c'est plus facile de vouloir interagir. Et généralement, j'ai jamais vraiment eu d'impasse ou de grosse prise de risque parce que lorsque j'atteins ma limite, soit je reviens avec la réponse, soit quelqu'un relance la réflexion et je fais « voici ». Par rapport au début de la session et maintenant, même si on n'est pas tous très compétents, on est quand même capable de circonscrire certains sujets, certaines réflexions, certains concepts et de relancer le débat là-dessus, tu sais. Ben, oui, j'imagine qu'il doit aussi avoir une facilité aussi pour les élèves parce que, comme tu as dit, sans aller jusque-là, tu ne te mets pas à leur niveau, mais tu sors du concept, le professeur qui a la connaissance et toutes les réponses, et les élèves qui se nourrissent justement de mais cette c'est pour ça que je ne suis pas d'accord connaissance. avec toi. Je me mets à leur niveau. Moi, je leur dis tout le temps, je n'ai pas un enseignement Je veux dire, vertical. il y a quand même ce respect-là de horizontal. professeur-élève. Il y a niveau et niveau. Je veux dire, par rapport aux connaissances, oui, tu te mets à leur niveau parce qu'ils se rendent compte en fait que toi aussi, dans le cours, tu peux apprendre des choses. Tout à fait. Parce que même, je leur dis, tu sais, parce qu'eux, ils me considèrent comme une experte. Puis je suis comme, si tu savais à quel point je sais rien de la philosophie, c'est tellement vaste, ça touche tellement de disciplines. Je dis, moi, je suis bonne dans certaines disciplines, mais la philosophie tu sais, par exemple, tantôt, tu me parlais de Socrate, Platon. Moi, c'est ma hantise, là. Je suis comme, oh mon Dieu, je connais tellement pas ces philosophes-là. Je sais pas. Tu viens de dire tu viens de dire une réflexion philosophique. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est Aristote. Non, Socrate. Socrate. Bah oui, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais comme il a jamais écrit, Ouais, on n'est pas sûr. l'espace interprétation, c'est ça. Ouais, et c'est génial. Bah, c'est cool parce que ça me fait aussi dériver vers des questions que je voulais te poser par rapport justement. Tu m'as envoyé en avance des questions que les élèves t'ont posées. Oui, ouais. Et c'est ce que je te disais avant. Tu me fais peur avec ton sourire. Non. C'est que je l'ai trouvé super mature. Mais tu m'as dit que tu as fait un tri parce que dans les questions, il y avait quand même des questions. On n'ira pas jusque-là parce que j'imagine que c'est secret professionnel. Mais je trouvais qu'il y avait des questions quand même qui étaient hyper pertinentes et très matures. Et en les lisant, je me disais, mais quelle réponse, quel concept tu peux appliquer à ce genre de questions. Il y avait notamment des questions sur la liberté d'expression. Et je veux dire, aujourd'hui, on sait que on vit dans des pays quand même qui sont assez libres, hein, on va pas se mentir, mais on sent qu'il y a quand même une certaine censure sur certains sujets qui peuvent être abordés, d'autres non. Et j'imagine en fait que les élèves voulaient évoquer ces sujets-là. Comment ça se fait que dans un pays libre, il y ait des sujets qu'on puisse pas aborder sans avoir que ce soit des conséquences de la société ou des jugements ou même des sanctions. Et j'étais curieux de savoir quelle réponse on peut apporter à ça dans le cadre d'un cours de philosophie. Très bonne question, très bonne question. Oui. Mais tu sais, quand on dit qu'on veut développer la trousse à outils cognitifs des étudiants, c'est toujours dans quel but? OK. Dans quel but tu veux rendre tes étudiants autonomes? OK. Et moi, mon but, c'est juste qu'ils soient
si tu veux que je reprenne un peu les termes des philosophes anciens, vertueux. Oui, allons-y. Moi, je veux juste... Moi, je te dirais que mon travail en tant qu'enseignante, c'est de m'assurer que je sais que mes étudiants vont toujours trouver des réponses à leurs problèmes, puis qu'ils vont toujours agir pour le vrai et pour le bien. Fait que moi, mon but, c'est que lorsqu'ils me lancent des questions, je fais toujours des cours que j'appelle de mise à niveau. On voit les concepts de base et je leur dis comment vous pouvez mettre ces concepts-là en relation pour élaborer une bonne réponse. Et là, mettons, on arrive avec le concept, pour reprendre la question sur exactement la liberté d'expression et la censure. Exactement. Fait que là, on dit la liberté d'expression, elle s'oppose à quoi? On me dit la censure. Là, la chose, c'est est-ce que ces deux concepts-là, ils sont réellement opposés ou ils sont complémentaires? Là, les étudiants commencent le cours, ils font comme c'est sûr, c'est opposé. Genre, oui, c'est sûr. OK. C'est ce que je dirais instinctivement. C'est ça. Là, on regarde la définition de la liberté d'expression, on regarde la définition de la censure, on se met à explorer les concepts. Tu sais, là, tu dis, OK, dans la définition, ça inclut tel terme, puis là, OK, ça implique ça. Légalement, ça implique ça. Si on fait exactement la même chose avec la censure, ça implique tel concept, ce qui va impliquer ça. Puis là, dans le code pénal, le code civil, ça implique tout ça. Et là, au fur et à mesure des recherches, par exemple, là, les étudiants commencent à comprendre que la censure et la liberté d'expression ne sont pas opposées, mais ils sont complémentaires. Pourquoi? Parce que la censure commence là où la liberté d'expression s'arrête. Que la censure a pour unique fonction de garantir qu'aucun préjudice va être causé. Parce que la liberté d'expression, oui, c'est la liberté de donner son opinion. Mais c'est quoi une opinion? C'est une idée émise par quelqu'un. D'accord. Et maintenant, c'est quoi une idée? Une idée, c'est une association de pensées logiques émises pour exprimer peut-être un sentiment ou une émotion. Je suis d'accord, mais là, tu me dis idée, tu me dis pensée, tu me dis association. On est dans quel domaine en ce moment? On est dans le trouble, je suis perdu. Non, on est j'imagine dans la philosophie. Oui, mais est-ce qu'on est dans quelque chose de concret? Ah non, là, on n'est pas dans le concret. Là. On est dans le domaine de l'abstrait. Oui, on est dans l'abstrait. Donc, on est d'accord que les idées et les pensées, ça demeure dans l'abstrait. OK, ça, je suis full d'accord. OK. Et maintenant, lorsqu'on parle de discours de la haine, lorsqu'on parle d'incitation au suicide, lorsqu'on parle de diffamation, est-ce qu'on demeure dans le rayon abstrait, dans le rayon des idées, ou on va tranquillement vers le concret? Ben, forcément, la conséquence, justement, de l'incitation, c'est qu'il y a une action. Et si l'incitation et l'idée déclenchent une action, on est vraiment dans le concret. Tu sais, s'il y a le décès de quelqu'un au bout de la ligne parce que moi, j'ai émis une idée, forcément, il y a un déclic de concret qui existe là. Donc, lorsqu'on analyse la chose, moi et les étudiants, on se rend compte que le gouvernement prend pour acquis, ou genre les droits et libertés de l'homme, prennent pour acquis que les idées, les opinions, c'est descriptif. Tu décris ta vie mentale, tu décris tes positions. Et il fait la différence avec des paroles performatives, donc qui incitent à la performance. Donc, et là, c'est là, puis ça va être un peu plus ce que je dis, là, mais si je dis, puis je ne veux pas que ce soit mésinterprété, c'est vraiment des exemples tirés vers les cheveux. Si je dis, ben écoute, moi, je crois qu'il y a effectivement des gens qu'on peut classifier par concepts différents, mettons... les Italiens sont ceux qui cuisinent le mieux. Et voilà. Et je dis, les Noirs, c'est une sous-race, il faut les éliminer, il faut qu'ils reviennent en arrière dans les autobus, plus d'accès au resto, nanana. Puis là, quand t'en vois un, là, ben, il faut que tu lui fasses... C'est un discours haineux, ça. C'est ça. Puis là, il y en a un qui reste du domaine de l'idée. Ça n'a aucune répercussion sur la réalité. Et t'en as un où tu incites les gens à performer une action. Il y a une différence entre, je crois qu'on peut hiérarchiser selon le concept de bon cuisinier et ces individus-là, ils sont nocifs. Puis là, je fais de la propagande qui va porter préjudice à un groupe entier de personnes. Je comprends. Et là, à force de répéter ce discours-là, tous ceux qui portent ce racisme à l'intérieur de eux vont se faire inciter à porter préjudice. Tandis que moi, si j'essaie d'inciter les gens à croire que les Italiens, c'est les meilleurs cuisiniers, quelle émeute vais-je créer? Non, tu vas pas créer de réaction et d'action négative. Tu n'incites pas... Et là, c'est ça, je dis, puis là, je leur dis, tu sais, Hitler, ce qu'il faisait dans le temps,
est-ce que c'était seulement une opinion? Puis ils sont tous comme non, 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 non. Mais exactement, c'est ça le principe. Et c'est ça que vous découvrez. Si la censure, elle est là, c'est pour prévenir ce type de discours performatif-là. Pourquoi? Parce que c'est performatif, c'est de la performance. On incite à passer à l'action. Wow. Fait que là, ils comprennent que, la censure, elle est là pour un but. Quoi? Garantir la sécurité, ton intégrité, la vie. OK. Fait que là, dans le fond, tu as le droit d'exprimer tout ce que tu veux. Ton opinion, aussi contestataire soit-elle, aussi polarisante soit-elle, tu peux l'exprimer, mais tu peux pas dire aux gens, va te pendre, va frapper lui parce que... Je comprends. Donc, ouais, quand on est dans justement dans l'expression d'idées incitatives, ça s'arrête. Je pense et je suis d'accord avec toi que ça doit s'arrêter là. La limite, elle doit être avant ça. Maintenant, toujours pour aller dans ton propos, il peut y avoir des idées qui sont émises et des gens qui se défendent en disant « Ouais, mais moi, j'ai juste dit ça. J'ai jamais dit à personne que, tu sais, par exemple, aux États-Unis, il y a des courants là, qui sont contre l'avortement, qui sont contre les droits des homosexuels ou des femmes, tu sais. Et ils disent « Ouais, mais nous, on n'a jamais dit qu'il faut aller les taper. On n'a jamais dit qu'il faut... tu sais, on exprime juste notre opinion. Et après, si des gens le font, c'est eux, c'est pas nous, tu vois. » Oui, mais admettons, tu sais, pour prendre ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, il y a une différence en dire, moi, je suis pro-vie, je crois que l'avortement, c'est cesser le processus de vie, donc l'avortement devrait devenir criminel. Et, par exemple, ce qui s'est passé dans certains États où on incitait les gens à dénoncer les femmes qui se faisaient avorter. OK, ça, c'est deux choses différentes. Mais c'est ça. Puis là, si la femme se faisait traduire en justice, ça, c'était vraiment aberrant. Je sais pas si tu t'en souviens, là, mais tu sais, il était dit que si la femme perdait en cours, elle devait dédommager la personne qui l'avait suivie. Donc, elle payait de sa poche. Wow. Là, il y a comme une chasse aux sorcières versus, je crois que l'avortement, c'est le processus de cesser la vie. Et moi, je soutiens que la vie devrait être comme au-dessus de tout comme valeur. Est-ce que ça, c'est pas justement la première étape avant d'arriver à ce genre de discours-là? Mais là, ça, c'est une bonne question. Parce que les gens commencent... Tu sais, genre, on sait comment fonctionne, genre, comment dire? Quand les mauvaises choses arrivent, c'est pas tu te réveilles un matin et tu dis, je vais aller... C'est une gradation, je te comprends. Ça commence toujours par une réflexion, tu sais. Il y a des gens qui, justement, veulent lutter contre ça, contre ces premières réflexions qui peuvent amener à ça. Mais tu vois, mes étudiants m'ont posé exactement la même question, tu sais. Elle est où la limite entre un propos contestataire ou polarisant et un discours de la haine? C'est ça. Puis là, on est comme, tu sais, le discours de la haine, c'est tout ce qui va à l'encontre de la Charte des droits et libertés humaines, mais c'est vrai que, mettons, insulter quelqu'un versus lui dire « va te pendre », c'est pas le même niveau de gravité. Non. Mais là, moi, mon travail, il s'arrête ici. OK. Je peux pas dire c'est ça, agis comme ça. Mon but, c'est pas de te dire comment agir, c'est de te donner les outils de toi pour y réfléchir. OK. Et toi, instinctivement, intérieurement, si tu dis que ça franchit pas la ligne, pardonnez-moi, puis que tu as étudié tout ça, soit. Okay. Si tu penses que ça a franchi la ligne puis que toi, tu crois que ça fait partie du discours de la haine, soit. Okay. C'est ça. Tu sais, on veut former des futurs citoyens autonomes et responsables. Elle est là, à la limite. Moi, je peux plus rien faire pour toi. Voici l'information. Et si j'ai bien fait mon travail de prof de philo, je sais que tu vas tendre vers le vrai et vers le bien. C'est ça. Parce que c'est toujours l'objectif, je pense, depuis le début de la philosophie, ça a été de s'éveiller et d'aller vers le bien et le vertueux, comme tu as dit. Donc forcément, si on l'applique au sujet d'actualité et au sujet de société, on sait qu'il y a des choses qui sont bien et on sait qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Tu sais, on le sait. Mais on est aussi dans des pays libres et on a aussi notre libre arbitre. La philosophie, ça a toujours été ça, tu sais, l'éveil des consciences, l'éveil spirituel. Tout à fait. Et amener les étudiants pour former des citoyens, pour leur donner le bagage nécessaire et suffisant pour qu'ils puissent faire le choix du bien, c'est cool. Mais il y a toujours... une limite. C'est ça, il y a toujours une limite. Et je t'assure qu'ils trouvent ça très frustrant. Parce que des fois, c'est comme, toi, quand t'en penses quoi, Kate? Je suis comme, je sais pas. Je serais qui, moi, pour te dire quoi penser? Ou tu sais, dans le temps des élections, ça m'arrive tout le temps. Kate, pour qui tu vas voter? Puis je suis comme,
Wow. Ouvre le programme, regarde les promesses électorales, fais-toi une idée, tu as tous les outils cognitifs dans ta tête maintenant. Vas-y. La réponse est géniale et en plus, la transition est parfaite parce que j'avais pensé à une petite, parce que à une petite activité. Une petite activité. Une petite activité parce que si j'ai bien compris, c'est que tu appliques la philosophie au monde dans lequel on vit, à des choses pratiques de la vie de tous les jours, à l'actualité, à des faits de société. Et j'imaginais en fait si les hommes qui nous gouvernent étaient des philosophes, ils seraient qui? Ça serait toi, ça serait moi, ça serait lui, ça serait lui. Ouais. Ça serait tout le monde. Mais admettons ceux qui sont déjà au pouvoir. C'est genre Donald Trump. Si ça avait été un philosophe, ça aurait été qui comme philosophe? Ou ça aurait été C'est pas quoi? Diogène là, qui est mort dans un baril au soleil de merde et de bouse, non? On incite à rien, OK? Mais, OK, on le porte pas trop dans nos cœurs. Pas moi, je peux pas. Non. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, genre, il y a toujours ce côté que cette question que je me pose, c'est si les philosophes classiques de l'époque avaient vécu dans le monde dans lequel on vit, quelle aurait été leur réflexion sur certaines choses, tu vois. Mais je l'ignore parce que leurs pensées, ils sont adaptés à leur réalité. À leur époque, c'est ça. Si nous, on Mais revenait oui. dans le temps, là, on ne serait pas plus en mesure de comprendre leur réalité. Exactement. On n'a pas vécu dedans, tu sais. Exactement. Mais c'est quand même des questions que je me pose en me disant... Mais tu vois, tu me fais penser à quelque chose. Je t'écoute. Parce que là, je dis tout le temps à mes étudiants que j'ai l'air très moralisatrice quand je fais ça, que j'ai l'air d'une grand-mère. Mais moi, je vends la philosophie comme la qualité de ta conscience. Parce que, tu sais, puis ils tournent toujours, puis quand je dis c'est mes étudiants, là, je m'excuse, mais ils tournent toujours en dérision, les vieux, comme ils sont comme, ha ha ha, tu sais, ils croient que l'homosexualité, c'est une maladie, puis que le gouvernement, avec la COVID, a voulu nous injecter une puce de sang, puis là, tu sais, eux, ils font comme, on n'est pas aussi stupides, puis je suis comme, mais écoute, si tu cultives pas ton esprit critique, et si tu cultives pas ton esprit, ben, ton ouverture d'esprit, ben là, à un moment donné, vous allez vieillir, il va y avoir des nouveaux phénomènes émergents, puis si vous n'avez pas, comme je le disais, cultivé l'ouverture d'esprit. Exactement. Vous allez être les futurs bébés boomers de demain, dans le fond, là, tu sais. Fait que, tu sais, si tu me dis, mettons, aujourd'hui, qui serait, mettons, on voit le gouvernement, tu sais, qui seraient des bons philosophes ou des mauvais philosophes, ou si on pourrait comprendre dans le temps ou pas, je crois que ça dépendrait de notre capacité à être ouvert d'esprit, s'intéresser à ce qui se passe autour et d'analyser ce qui se passe autour. Fait que je pense que, admettons que nous, on reviendrait dans le temps et on essaierait de comprendre ce qu'eux vivaient, ça va dépendre de notre capacité à être ouvert à ces phénomènes-là et à pouvoir les analyser et vice-versa, tu sais. Donc, la philosophie appliquée, c'est-à-dire avoir des réflexions comme, entre guillemets, philosophiques, il n'y a pas non seulement l'idée de l'être en tant que lui-même, mais il y a aussi l'environnement dans lequel il évolue et l'époque dans laquelle il évolue qui font que... j'aime pas dire ça on peut le penser, ça on peut le penser, mais ça va avec l'époque et ça va avec le contexte et ça colle moins avec le contexte et ça colle plus avec le contexte. Parce que c'est pas les mêmes réalités, pas avec les mêmes niveaux de connaissances, pas avec les mêmes valeurs. Je veux dire, tout est tellement en mouvance. Fait que c'est pour ça que la seule chose qui, je crois, peut être un pilier à travers tout ce changement-là, c'est l'ouverture d'esprit et c'est l'esprit critique. D'accord. Et c'est pour ça que je trouve que la philosophie, elle est archi nécessaire. Parce que sinon, on fait juste des automates, tu sais, qui apprennent le français, l'anglais, puis qu'est-ce qu'on fait plus tard? On a des défis. Donc, j'ai pas appris à me débrouiller. Ouais, c'est ça. Donc, la philosophie, et c'est vraiment nous donner les outils pour réfléchir par nous-mêmes et trouver des réponses par nous-mêmes. Sachant qu'il y a des philosophes qui ont vécu il y a 2000 ans et qui ont eu encore un impact jusqu'à aujourd'hui parce que l'époque dans laquelle ils ont vécu, c'était une époque peut-être spéciale et différente de celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Penses-tu que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui va créer des philosophes qui vont être aussi impactants que ceux qu'on étudie en mode classique et qu'on sera le classique de dans 2000 ans? Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver? C'est dur la question. Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'on vit quand même une époque, genre, qui est... Je veux dire, on est dedans, donc on ne se rend pas compte. Mais je veux dire, avec le recul... déjà, par rapport à il y a juste 200 ans ou 300 ans, si on avait pu étudier
par avance, je ne sais pas par quel miracle de la physique, on aurait pu genre anticiper ce qui se passerait aujourd'hui, je pense qu'elle serait hyper intéressante à étudier et il y aurait plein de choses qu'on se dirait, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il se passe ça et que les gens disent rien, que les gens ne fassent rien. Oui, ça je le comprends. Parce que, mettons, d'une part, c'est sûr que nos valeurs, nos traditions, nos mœurs et coutumes, nos connaissances en général, ils vont continuer à évoluer. Puis des fois, ça se peut que lorsqu'on se regarde rétrospectivement, on se trouve stupide, comme on se trouvait stupide lorsqu'on croyait que la Terre était plate. Mais tu sais, mettons de se dire, est-ce qu'il y a des philosophes qui vont autant marquer comme les classiques? Je ne sais pas, parce que, tu sais, d'une part, je trouve qu'il n'y a plus de grandes inventions. Tu sais, toutes les grandes inventions ont déjà été faites. Mais en même temps, il y a tellement des micro-découvertes. Tu sais, mettons, le féminisme en général, tout le monde croyait qu'on n'allait pas le révolutionner. Tu sais, c'est du common knowledge. Mais là, maintenant, le féminisme intersectionnel est apparu, puis on a fait « Ouh! On comprend le phénomène autrement. » Puis le fait de comprendre ce phénomène-là autrement, c'est ça qui a été révolutionnaire. C'est pour ça que ta question m'embête un peu. Est-ce qu'on va comme, avoir encore des très, très grands philosophes qui ont découvert des affaires puis fait des grosses théories? Je sais pas, mais est-ce qu'on a encore des philosophes marquants? Oui. Fait que je sais pas où trop me situer là-dedans. Il y a une spécialité qui anticipe le futur. Je pense que ça s'appelle des futurologues. Et je crois que c'est ça. Corrigez-moi en commentaire, j'ai peut-être l'air con là. Mais... Là, j'ai envie de googler. Ouais, il y a des gens qui anticipent et c'est leur métier. C'est des chercheurs en fait. Des futurologues. Des futurologues. Leur métier. En vrai, il fait des recherches sur le futur qui n'est pas encore arrivé. En vrai, même si ça n'existait pas, je trouve que c'est un beau mot. Je pense qu'il faudrait le valider. Le mettre au dictionnaire. Les futurologues, ils anticipent ce qui va nous arriver en fonction de l'évolution de l'être humain. C'est pas ce que tu appelles une voyante? Non. Je déconne, continue ce que tu dis. Mais en vrai, ça pourrait être ça. Mais c'est des voyants, mais ils se basent sur des choses concrètes. Ils se basent sur, par exemple, comment la société a évolué ces 50 dernières années. Mais les voyants, ils se basent sur l'énergie. C'est quoi ça? C'est pas du concret, hein? C'est du concret. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On va mettre la clairvoyance de côté. La voisine. Vas-y, je t'écoute. Okay. Et ce que je me dis, en fait, c'est que si on analyse ce qui s'est passé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et ce qui s'est passé entre l'Antiquité et aujourd'hui, ça serait incroyable on serait même pas prêt, je pense, à accepter ce qui pourrait se passer dans 2000 ans. Je parle de 2000 ans, là. Je comprends. Et moi, j'imagine une société où c'est complètement différent. J'imagine clairement une société où c'est les femmes qui ont pris le pouvoir et qui dominent. Et genre, quand on va faire... t'appelles ça une utopie? Non, ça peut arriver. Ça peut arriver et j'aimerais ça que ça arrive et que ça serait tellement cool qu'il y ait des cours dans 2000 ans, dans des cégeps, où on explique à des gens, il fut un temps, les hommes, ils faisaient ça. Comment, les hommes avec un zizi, là, ils faisaient ça. Mais non, arrête. Parce que là, aujourd'hui, on s'étonne qu'il y ait des êtres humains qui puissent être vendus, ça existe encore aujourd'hui. Mais... C'est ça que j'allais dire. Ouais, ça existe encore aujourd'hui. Savais-tu que le Canada est le 2e plus gros pays en matière de traite humaine? Oh, man. Et voilà. Ça existe beaucoup, beaucoup autour de nous, Montréal principalement. Wow. Tu vois, c'est une information que j'avais pas. Ouais, moi je l'enseigne et c'est triste. Ouais, mais je veux dire, est-ce que, par exemple, ce genre de... c'était ça ma question. Ces gens-là qui anticipent et qui imaginent des futurs, est-ce que c'est pas des philosophes? Je pense qu'on peut dire que oui. Ouais, hein? Parce que j'avais vu des trois petits Parce que si on veut passer. tendre vers le vrai et le bien, on n'a pas le choix de prendre en compte l'actuel, mais aussi le futur, de construire pour demain. Est-ce que tu veux le laisser pour demain? Tu veux que ça soit le juste, que ce soit le bien, que ça soit... Pourquoi tu penses qu'on s'insurge autant pour Trump? On est comme, c'est la régression. OK, mais si on chiale de la régression, c'est bien parce qu'on a à cœur le futur, tu sais. En fait, c'est notre souci d'être heureux dans le futur qui nous fait nous insurger sur des choses qui arrivent aujourd'hui. Je sais pas si tu as déjà vu le film Idiocratie. Ah non. Ça, c'est merveilleux comme film. Tu dois l'écouter. Ça part sur le principe de la sélection naturelle. Et le film, la prémisse, c'est les gens intelligents, ils ont arrêté de s'accoupler parce qu'ils voyaient que la Terre faisait juste se dégrader. C'est pas, il y en a un seul qui reste vivant. Il s'est fait cryogéniser, puis il revient plus tard. Oui, et là, comme genre, la ville est remplie de déchets, il n'y a plus de système d'égout. C'est que des bêtes, des gens idiots. Exactement. Ouais. Et lui, parce qu'il sait faire 2 + 2,
Et c'est le génie de la place, exactement. Élu président, je sais pas quoi. Exactement. Là, les gens comme, on sait pas pourquoi les récoltes, ils périssent. On l'arrose avec du Gatorade. Puis le gars, il est comme, OK, mais du Gatorade. Non, tu arroses pas tes récoltes avec ça. Tu sais, mettons, il se blesse, ça va à l'hôpital. Puis là, tu as la réceptionniste qui est comme, attends, c'est quoi ton bobo? Sur quel pictogramme je dois, le mettre? Tu sais, là, tu dis, quel genre de société ça va être? Ben, pas que je dis qu'on va régresser, c'est juste que la philosophie, c'est ça. C'est que si on veut pas tout le temps, genre, aller vers le pire, c'est qu'on n'a pas le choix de penser pour le mieux. Puis si tu veux penser pour le mieux, c'est que tu n'as pas le choix d'avoir des gens autonomes intellectuellement. Hein. Tu n'as pas le choix d'avoir des gens qui vont être contestataires, qui vont faire de la désobéissance civile lorsque c'est nécessaire, puis des gens qui vont... C'était une des questions qu'il y avait dans les questions des élèves. C'était est-ce que des fois, c'est nécessaire de désobéir à certaines lois? Oui, je m'en souviens. Oui, exact. Ouais. Je trouvais la désobéissance civile, je trouve que j'ai même pas envie de dire que c'est un mal nécessaire parce que c'est pas un mal. Des fois, il y a besoin. Ben, des fois, il y a des conséquences néfastes, mais tu sais, c'est toujours pour un plus grand bien, éveiller les consciences. Fait que, tu sais, si tu fais toujours juste participer à la vie, suivre à la vie sans te poser de questions, qu'est-ce que tu vas avoir fait? Puis, tu sais, des fois, genre, puis là, je vais encore paraître super, moi, la réalisatrice, je m'excuse. Vas-y. Mais tu sais, j'ai mes étudiants, là, quand tu y penses bien, la seule chose avec laquelle tu vas mourir sur ton lit de mort, c'est ta conscience. Ouais. Tu sais, tu vas te tuer pour l'argent, tu vas être anxieux pour l'argent, écoute, on tombe en dépression pour l'argent, puis là, c'est le travail, on néglige les amis, on néglige la famille, on néglige de se nourrir, de grandir intellectuellement. Puis tu sais, quand tu vas être avec toi-même, et uniquement toi-même, quand tu vas être plus vieux, à quoi tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas avoir laissé? Tu sais, ton argent, là, je suis désolée, tes flots vont le flober, là. Puis tu sais, genre, la maison avec le vieux canapé, là, qui est démodé, genre, tes flots, ils en voudront pas, là. Ça va aller, genre, genre, je sais pas moi, marketplace ou centre communautaire ou genre whatever. Mais tu sais, ce que tu inculques à tes enfants, savoir bien penser tes valeurs, etc., c'est ce qui va donner. Exactement. Puis moi, c'est pour ça que j'achale autant mes étudiants pour qu'ils cultivent ça. Et c'est pour ça que j'achale autant mes étudiants pour leur faire voir que la philosophie, c'est quelque chose de très appliqué. Et de quoi va avoir l'air le monde demain, ça va dépendre à quel point on va réussir à développer l'autonomie des jeunes. Wow. C'est hyper intéressant. Tu sais, ben, je suis super content d'avoir partagé ce point de vue sur la philosophie parce que quand on parle de philosophie, tu me disais en fait, ici surtout au Québec, c'est quelque chose... Très mal vu. C'est pas... Les étudiants rentrent en classe, sont comme... Je m'en souviendrai d'un toujours, il va se reconnaître, je l'aime beaucoup, mais la première chose qu'il me dit, c'est « Ouais, moi, j'aime pas la philosophie. » Puis je suis comme « T'en as jamais fait. » Puis t'es comme, ben je sais que moi, j'aime pas ça. J'étais comme, ça en dit long sur la qualité de ta conscience, mon cher. Puis j'ai juste dit ça, puis il m'a regardé comme, Puis là, tu sais, je sais pas pourquoi la philosophie a autant mauvaise presse ici, là. Mais il arrive tout avec l'idée que c'est super poche, que c'est super difficile. Puis il y en a qui sont comme, c'est juste des vieux fous, là, qui fument du weed, puis qui se demandent où est-ce que je suis. Puis là, je suis comme, ben vous avez raison. C'est une branche de la philosophie. Ça s'appelle la métaphysique et l'ontologie. Mais moi, est-ce que c'est ma branche de la philosophie? Non, je peux faire voir autre chose. Parce que la philosophie, c'est plus que ça, tu sais. Fait que là, j'essaie de... Tu sais, c'est drôle parce que tu m'as fait... Ben, tu m'as donné le commentaire tout à l'heure en disant, genre, tu me fais voir un côté vraiment plus pragmatique de la chose. Puis je pensais pas qu'on pouvait analyser la philosophie de cette façon-là. Et je te le jure, c'est l'un des commentaires que j'ai le plus... Wow, Kate, je pensais pas que la philosophie, c'était ça. Ouais. Je suis comme, ben merci. Il y a comme beaucoup de monde, nous on a étudié la philosophie et avec cet a priori-là. Mais ce qu'il y a, c'est que, comment dire, on pourra en revenir à ce qu'on se disait tantôt, la philosophie, c'était vraiment l'abstrait. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose de palpable, pas quelque chose qui, entre guillemets, pourrait... On comprenait pas comment ça pourrait nous servir dans notre vie, comme des fois on apprenait des théorèmes de mathématiques, on se disait mais à quel moment le théorème de Thalès ça va m'aider moi dans ma vie de tous les jours pour payer mon loyer, tu comprends? Et la philosophie encore plus, c'était ça l'a priori qu'on avait. Donc tu sais genre en parler sur des sujets comme on l'a fait aujourd'hui et essayer d'appliquer une réflexion philosophique et aussi dire comment à des jeunes élèves on peut les aider à conscientiser certaines réflexions. Ben, je trouve ça génial. Et, Mais tu vois, je t'écoute parler, puis il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi les gens pensent en général qu'il suffit juste de penser pour bien penser? Tu me dis, ça reste du domaine de l'abstrait, tout le monde pense. Fait que, tu sais, pourquoi la philosophie serait dès lors dévalorisée, pardonne-moi, sachant que
il suffit pas juste de penser pour être bon à penser, tu sais. Ah, bon, je pense que foncièrement, à l'intérieur de chaque personne, on sait quand une pensée est bonne et quand une pensée est mauvaise. C'est genre, Vraiment. la valeur du bien et du mal, j'espère que la grande majorité des êtres humains qui vivent sur cette terre, ils savent ce qui est bon et savent ce qui est T'as la mauvais. petite pensée naïve comme moi que tout le monde est bon, je crois. Ah ouais. Je Parce sais que le pas, monde tu sais. nous prouve l'inverse. Mais non, mais genre le sentiment de culpabilité quand tu sais que tu fais quelque chose de pas bien, ou Mhm. quand tu sais que tu es en train de faire une faute, on l'a tous, tu sais. Je veux dire, Oui, mais il y a des bons raisonnements, il y en a des mauvais. Fait que je me demande pourquoi tout le monde pense qu'on fait instinctivement que des bons raisonnements. Tu sais, si on ferait que des bons raisonnements, pourquoi on se plante aussi souvent, tu sais? ça, faire des erreurs, je pense que c'est un autre sujet. Tu peux en toute bonne foi faire des choses qui vont nuire à certaines personnes ou te nuire à toi, mais les réaliser a posteriori en te disant, j'ai fait les mauvais Oui, mais choix. comment tu le réalises? Bah, tu le réalises avec les conséquences. Une fois que tu as la conséquence, genre, soit la chose s'est pas bien passée, soit tu as fait du mal à quelqu'un, soit tu t'es fait du mal à Oui, toi. mais ça, soit je trouve que c'est un peu comme le behaviorisme, dire genre, ah, la conséquence, elle est négative, à force de la répéter, je vais finir par associer qu'il faut pas que je fasse ce comportement-là, mais ça dit pas plus comment bien raisonner pour prévenir ça. Fait que c'est pour ça que je dis que si je trouve ça fascinant que les gens, la plupart du temps, ont même pas la réflexion de est-ce que j'ai des bons raisonnements et comment faire pour faire des bons raisonnements, tu sais. Et c'est là que tu interviens, j'allais dire on intervient. Non, ben on intervient, on transmet des outils là, en ce moment. Et c'est là que tu interviens justement en donnant ces outils pour, si je comprends bien, parfait. Moi, je te propose quelque chose. Je propose aux gens qui regardent ce podcast de rentrer dans le pragmatisme et c'est une idée que je propose, tu n'es pas obligé de l'accepter. Je suis devant les connus, là. Non, qui nous envoie, comme tes élèves, une série de questions pratico-pratiques. Pour te faire travailler pour et me faire refaire travailler. Et qu'une fois de temps en temps, une fois tous les quelques épisodes, une fois qu'on en a amassé quelques-uns d'intéressants, on se revoit et on essaie de trouver des réponses ou des voies Ben ouais, je serais heureuse aux questions qu'on nous discuter. poserait. Moi, ça me ferait très, très plaisir. Et justement, ça serait un épisode un petit peu spécial à chaque fois, tous les 10 ou 15 Oh, épisodes. là, tu veux me donner encore plus de travail. Ouais. T'es même pas mon Non, tu étudiant. Ils sont préparais. même pas mes étudiants. Non. Tu prépares rien. Ce serait vraiment des conversations. OK, on the spot en plus. Ouais, là. Tu veux me tester? Non, je sais pas. Elle prétend donner les outils, mais est-ce qu'elle est compétente, la bonne femme? Hein? C'est ça. Non, je me permettrai jamais. Mais je trouve ça intéressant, justement, comme on est dans le pragmatisme, autant y aller jusqu'au bout. Ben ouais. Et peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se posent certaines questions et qui aimeraient avoir justement des réponses pour, genre, faire des bons choix. Ben oui. Et je trouve que ça peut mettre en pratique exactement ce qu'on dit. Ben oui, de voir l'utilité de la philosophie, de voir la Exact. pertinence de ce podcast. Et Même. Mais peut-être pas de ce podcast, mais de cet épisode, là, c'est ça, ouais. Effectivement, et j'accumulerai sûrement des petites questions que je me poserai. Et j'ai trouvé ça super intéressant. On arrive à la fin du podcast, ça fait déjà 50 minutes. Damn, Ouais, c'est ouais, vrai, ouais. ça passait vite. Ça passe super vite, c'est super intéressant. J'ai adoré, j'espère que tu as passé un bon moment. Ben oui, mais moi aussi. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment à nous écouter. J'espère. À nous écouter expliquer comment il faut réfléchir. Non, mais c'était super intéressant. Et j'ai hâte qu'on se revoie. Est-ce que tu as des projets, des choses que tu aimerais dire pour Là, je clôturer? fais rien. Ah ouais, J'ai hein? pas de projet. Je viens de déposer mon mémoire, là. Wow. Fait que là, je vais prendre une petite pause, mais après, c'est sûr, je vais faire plein de projets. Là. Je suis une fille qui ne tient pas debout. Wow. Puis j'ai une pédagogie qui est très active. Fait que je trouve toujours je suis toujours à la recherche de nouvelles méthodes ou de nouvelles choses à essayer avec mes étudiants. Là. OK. Fait que, puis de toute façon, comme tu le sais, mes étudiants me donnent toujours tout plein de travail. Fait que- J'ai vu ça. Tu es exclusivement prof, tu fais pas de conférences. C'est un truc qui t'intéresserait? Tout à fait. C'est un truc OK. à laquelle je pensais. C'est drôle que tu m'en parles parce que j'y pensais il y a 2 semaines. Bah, tu vois, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés et qui auraient envie d'inviter quelqu'un qui a une pédagogie qui est un peu différente de la normale, Ben oui. il oui. y aura Pas me toutes les informations sous la vidéo. toutes. Non, pas toutes les informations, Oh, mais ben, toutes les c'est- informations. c'est ça. Ton adresse, C'est ça. voilà, Mon adresse, mon Ton numéro numéro de d'assurance charte, sociale. C'est ça. ta carte de crédit. Non, C'est ça. c'est juste les infos pour pouvoir te contacter, te proposer Mais oui. ce genre Des d'opportunités. ateliers. Et surtout la philosophie pour enfants. Hey, en France, là, Ah, ils font de la philosophie pour enfants Ben, tu dès vois. le jeune âge. Puis ça, il faut que j'en parle parce que je sais plus
où est la vidéo, là. Mhm. Mais j'avais vu un reportage sur justement le fait qu'en France, ils Mhm. faisaient la physio bien avant, puis ils avaient intégré la philosophie pour enfants. Puis on voyait comme un projet pilote. Mhm. Puis il y avait une femme avec comme 6-7 enfants, là. Wow. Puis elle leur pose juste une simple question. Mhm. Si vos parents n'étaient pas là, Mhm. qu'est-ce que vous feriez? Wow. Puis là, tous les enfants comme, on ferait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Puis là, c'est comme l'anarchie. Mais oui, mais c'est génial. La prof, Ouais. elle fait juste dire, mais pourquoi vous feriez juste des choses que vous n'avez pas le droit de faire? Ouais. Puis là, tous les enfants sont, mais là, c'est dommage stupide comme question. Les parents ne sont pas là, ils peuvent pas nous punir. Ah, Puis là, c'est comme, OK, puis là, vous avez c'est ça, la prof, elle fait que juste, vous avez conscience de la punition. Mais pourquoi vous avez peur de la punition? Comme, pourquoi il y a une punition, ce que vous allez faire? Puis ils ont tous répondu, mais parce qu'on sait que c'est pas correct. Puis là, la prof, elle fait comme si vous savez que c'est pas correct. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez le Wow. faire? Puis là, tu as vu, là, comme tout leur cerveau ont buggé. Là, ça fait, Wow. crime, c'est vrai. Wow. Puis là, elle a obligé ces petits enfants-là, genre 6, 7, 8 ans, à réfléchir. C'est Fait génial. que moi aussi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec le Québec. Là, tu sais, mettons des ateliers de philosophie pour enfants, les préparer à philosophie. Et je suis sûre que si la philosophie est intégrée dès le secondaire, dès le primaire, on apprécierait davantage la écoute, valeur de la philosophie au collégial. Tu peux t'adresser si jamais directement à cette C'est caméra ça. et leur dire si jamais tu as la possibilité de faire ce genre C'est d'atelier. sûr. Voilà. Kathleen McFadden, Je sais pas, contactez-la. je sais pas comment accueillir cette information, mais merci. Non, merci. mais on sait jamais. On sait jamais. Oui, mais comme j'ai dit, moi, j'ai tellement un amour de l'humain qui est très grand et genre, j'aime ça accompagner les gens dans ce développement-là, tu sais. J'adore. Mm. Ben écoute, merci beaucoup encore, Merci à Kathleen. toi de m'avoir J'espère que tu as reçu. passé encore une fois, je te le répète, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que je t'ai pas déçu. Mais non, mais c'était génial. En vrai, c'était génial, je te dis. C'est comme je l'ai expliqué au début de l'épisode, c'est des épisodes qui changeront un petit peu, mais qui sont, je pense, nécessaires. Et il y a des choses qui vont se passer dans la vie qui vont être intéressantes à débattre au niveau Tout philosophique. à fait. L'actualité, hein, ça n'arrête jamais. C'est Exactement. sûr qu'il va y avoir des bonnes questions pertinentes. Et des faits de société qui demeurent et qui sont enracinés dans nos sociétés dont il faut parler. Donc, ça sera très, très bien d'en parler régulièrement. Donc, je vous invite à laisser des commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à cette petite chaîne YouTube. Puis, laisser des commentaires. Partagez si jamais vous trouvez que ça peut informer quelqu'un ou intéresser quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne sais pas du tout de quel auteur ou de quel courant on va parler, mais vous le saurez bien assez tôt quand la vidéo sortira. Merci au studio bien entendu, mais mal prononcé. Merci au studio bien entendu de nous avoir accueillis aujourd'hui et comme toujours. Et petit message très rapide pour les commanditaires de cet épisode qui vient tout de suite. Merci au groupe Réaction de commanditer ce podcast et de faire en sorte qu'il existe. J'ai des petites informations sur le groupe Réaction. Si jamais vous avez envie d'imprimer ou de faire fabriquer des choses, allez-y. Ils sont hyper efficaces, très professionnels. Je vais vous lire un petit descriptif. C'est une compagnie de makers. Alors, on le dit en anglais, c'est une compagnie de makers. C'est quoi ça? C'est une compagnie qui fabrique et qui invente, qui surtout réalise tout genre de projets, plans 2D, plans 3D. Ils ont un atelier de soudure, des imprimantes 3D pour le plastique, le nylon fibre de carbone, etc. Et ils vous offrent aussi l'impression d'autocollants pour faire des étiquettes, autocollants et étiquettes. Que ce soit pour une paire de pattes de table ou pour une pièce de prototype en 3D, un projet de soudure, un dragon en 3D imprimé, pour la fabrication d'un stage pour des événements ou de simples autocollants de marque. Cette compagnie est là pour vous, compagnie Réaction. Ils sont sur le projet de nous imprimer notre future décoration. Je vous laisse la surprise, mais vous allez voir que c'est un travail incroyable. Merci encore à eux de soutenir ce podcast. Groupe Réaction, allez voir leurs infos sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et vous avez le lien de leur site internet en description de cette vidéo. Ils sont super cool. Merci.